Qui pense que les pouvoirs publics peuvent favoriser l'émergence de projets de changement de société? Alors, Étienne va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Étienne Clédas est ancien directeur d'empreinte. Il est inspecteur à la communauté française actuellement pour le secteur culture. Et il va nous expliquer ce que je viens de vous dire, mais dans quelles conditions cela peut se faire pour que ça se fasse sérieusement. Merci Étienne. La transition est un peu brutale. Bon. En 2018, j'étais à Andenne dans une carrière, c'était pendant l'été, où j'allais voir une expérience qui était menée par un groupe de volontaires qui avait organisé un week-end dans une zone Natura 2000 au milieu de la nature, qui s'était consacré à la transition. Et alors j'y allais pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais coordinateur du CRIE et que je voyais que dans ma fonction, c'était important d'aller voir toutes les initiatives sur le territoire de la province de Namur pour voir quels sont les autres acteurs qui travaillent sur des questions environnementales ou de transition. J'y allais aussi parce que, comme directeur d'empreinte, on était ensemble dans un processus où on allait intégrer la question de la transition dans le projet associatif d'empreinte. Et donc, parmi les activités qui étaient organisées, il y avait un forum ouvert. Alors, je vous explique, un forum ouvert, chaque participant peut afficher une question ou une thématique, et puis il y a des petits groupes qui se constituent et on en débat. Ceux qui me connaissent savent que je suis un peu provocateur, et donc j'ai écrit une fiche, c'était sauver la redistribution. Oui, c'est un peu le même effet que ça a fait. Néanmoins, certains l'ont choisi et on s'est assis ensemble sur l'herbe, là au milieu de cette carrière, et j'étais très étonné de ce qu'ils entendaient par redistribution. En fait, plusieurs participants pensaient qu'on allait parler des tontines, c'est-à-dire le fait qu'ensemble, un groupe de personnes mettent de l'argent et fassent une épargne collective, et puis à un moment donné, cet argent va servir à financer le projet de l'un ou l'autre participant. En fait, c'est pas du tout ça. Enfin, j'étais vraiment un peu scié. La redistribution, c'est l'idée que l'État prélève des impôts, des taxes, et puis avec ça, il finance les services publics, il finance la sécurité sociale, et il finance les associations. Et je trouvais que c'était quand même important de préserver quelque chose comme ça. Mais la réponse qui m'a été faite, c'est « oui, mais non. Les auteurs, les responsables et les structures qui ont créé le problème ne peuvent pas être à la source de la solution. » Donc, il faut trouver des solutions qui soient en dehors de l'État, et en dehors des pouvoirs publics et en dehors de ce système de redistribution. J'étais là un peu surpris parce que quelques mois plus tôt, avec Stéphanie de Tiège, je ne crois pas qu'elle soit là aujourd'hui, mais on avait été sélectionnés à Bruxelles avec la Fondation Roi-Baudouin pour être coachés par la Vlerick School, les KPMG, enfin toutes des grandes entreprises qui allaient nous apprendre comment faire des beaux projets. Il nous expliquait sans cesse qu'il fallait absolument se préserver des subventions des pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, c'est versatile et c'est instrumentalisant. Et donc, il fallait faire quoi à la place? Il fallait créer du profit pour financer le non-profit. Ça, c'est vraiment l'espèce de lavement de cerveau auquel on était confronté quand on va se faire soutenir par les gens qui savent comment on doit mener des associations. Vous avez bien compris que c'était une idéologie que nous ne partagions pas seulement de manière intellectuelle, mais parce que aussi, en fait, ce n'était pas du tout notre expérience. Et depuis que nous avons collaboré et été subsidiés, qu'Empreinte a été subsidié, il y a toujours eu une relation différente avec les pouvoirs publics. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est de cette manière que nous pouvons, comme association, avec les pouvoirs publics, construire ensemble. 4 points d'attention. Le premier point d'attention, c'est que je pense que le fait de recevoir de l'argent public, ça exige de nous une rigueur de gestion. Ça, c'est le plus trash. La rigueur de gestion, alors on peut faire un impératif moral, c'est-à-dire se dire on reçoit de l'argent public et donc moralement, tout euro, tout le temps qui nous est offert pour travailler, il doit être entièrement et intensivement utilisé pour réaliser notre mission de transformation du monde dans l'environnement, d'éduquer à l'environnement, d'éduquer à la transition. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans l'idée de l'impératif de bonne gestion. C'est l'idée aussi que progressivement, on crée une solidité non seulement organisationnelle, financière,
qui va permettre à un certain moment d'investir dans des projets qui ne vont pas être financés par les pouvoirs publics, aussi d'avoir une charge mentale qui diminue parce qu'on n'est pas stressé par le fait qu'au bout du mois, il va falloir payer des salaires, il va falloir payer des loyers. En fait, avoir une bonne rigueur de gestion, à un moment donné, ça crée de la sécurité. Premier point d'attention. Le deuxième point d'attention, c'est l'idée que chaque association s'inscrive dans un opportunisme vocationnel. Alors, tout de suite, je vous le disais, un grand mot. L'idée de l'opportunisme vocationnel, l'opportunisme, c'est de saisir toutes les occasions, toutes les opportunités dans des partenariats ou dans des subventions de pouvoir réaliser son projet social. Mais ce n'est pas un opportunisme qui va à tout vent, c'est un opportunisme vocationnel qui s'inscrit dans une vocation. Une vocation, c'est l'idée d'avoir une identité associative qui est pleinement ancrée. On est centré sur qui on est. Et pour vous illustrer, en 2005, l'association qui est aujourd'hui Empreinte avait un autre nom avant. Elle s'appelait Jeunesse et Écologie et elle a décidé de changer de nom. Ce nom, Empreinte, il était vraiment l'intention de dire, d'affirmer l'identité, la vocation de cette association. La première idée, et ça vous paraître évident, c'est que l'empreinte, c'est parce que l'association est une association qui s'inscrit dans le mouvement des associations environnementales, l'empreinte écologique. Première idée. La deuxième idée, c'est que l'association est une association qui veut laisser une empreinte. Laisser une empreinte, c'est-à-dire qui s'inscrit dans un métier qui est le métier de l'éducation. La troisième façon de comprendre l'empreinte, c'est cette empreinte de pas que vous pouvez trouver parfois sur les chemins et que l'on peut suivre. C'est l'idée que l'empreinte s'inscrit dans un projet d'exploration, d'aller à la découverte d'espaces non défrichés peut-être par d'autres associations ou par d'autres questions qui n'ont pas été portées, mais que ce soit aussi des méthodologies ou des publics qui peuvent être davantage éclairés de manière à créer de la nouveauté, de l'innovation de ce côté-là. Et Mathieu l'a dit tout au début de l'intervention, aujourd'hui, le slogan, c'est renforcer la capacité des jeunes à être acteurs de son environnement. L'idée est vraiment d'avoir une identité la plus affirmée possible, et c'est fort de cette identité qu'il sera possible alors d'aller à la rencontre des pouvoirs publics pour accepter, solliciter, proposer des idées qui peuvent alors arriver dans un financement, un cofinancement des projets. Et j'en arrive au troisième point d'attention, c'est à s'inscrire dans leur relation avec les pouvoirs publics dans une relation de coopération, de co-construction. L'alternative, c'est quoi? Et ça existe, malheureusement. C'est soit d'être dans une relation d'exécutant, de faire ce qu'on nous dit de faire, que le cerveau serait dans l'administration ou dans le bailleur, dans le financeur, et que l'association serait juste en train d'exécuter, de mettre en œuvre ce qui a été pensé par ailleurs. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et l'autre alternative à la logique de coopération, ça serait le détournement, c'est-à-dire j'accepte le subside, je fais ce que je veux avec, et j'écris un rapport bidonné, et c'est OK. Et il y en a qui le font aussi. Mais donc, moi, je propose d'être plutôt, et nous avons pratiqué au sein d'Empreinte cette idée d'être dans une logique de coopération. Et cette logique de coopération, elle passe notamment par la définition de critères d'évaluation de l'impact de l'action qui soient partagés, qui répondent, qui respectent l'identité de l'un et l'autre, la volonté politique, administrative de transformer la société, mais aussi le projet associatif. Et je donne deux exemples. Le premier, c'est qu'il y a une dizaine d'années, avec Laurence Leclerc, nous étions avec Bruxelles Environnement en train d'évaluer des projets de sensibilisation à l'environnement sonore en classe. Donc l'idée, c'est que les classes avaient des activités de sensibilisation au bruit, au risque du bruit, et avec les élèves, il y avait un travail qui était fait. Et puis on reçoit les évaluations des enseignants qui ont participé à ce projet et qui disent « mais après votre cycle d'animation, en fait, il y a plus de bruit qu'avant ». Alors évidemment, l'administration vient nous voir et nous dit il y a un petit problème quand on ne vous paye pas pour qu'il y ait plus de bruit après qu'avant vos interventions. Et en fait, on a décodé ça en se disant oui, mais il y a autre chose qui se passe. Ce qui se passe, ce n'est pas qu'il y ait plus de bruit. C'est qu'en fait, il y avait tellement d'habitude au bruit qu'ils n'entendaient plus le bruit et que maintenant, ils entendent le bruit. Et donc, en fait, on resensibilise au bruit et que cette sensibilisation, le fait qu'ils entendent aujourd'hui le bruit, ou le son, ou l'excès sonore que peuvent vivre les enfants, le fait qu'ils entendent, c'est un point de départ pour la transformation et le changement. Et donc, d'une certaine manière, mener des actions où
on resensibilise aux problèmes, aux difficultés. C'est un point de départ et donc l'action est réussie et elle n'est pas en situation d'échec. Le deuxième exemple, c'est en 2010, nouveau gouvernement et le souhait du cabinet du ministre de la Mobilité de l'époque était de créer en parallèle à la semaine de mobilité un printemps de la mobilité. Et là, on a pris notre ballon de pèlerin, on est allé voir le cabinet et on lui dit « et si on faisait autre chose ?» Parce que ce qui se fait d'habitude et souvent dans des politiques publiques, l'action consiste à dire on va faire des activités, des campagnes, où on va peut-être mener des animations, mais on va lancer des animations et on va essayer de toucher le maximum d'élèves, le maximum de jeunes, le maximum de public, en leur faisant une animation d'1 heure. Notre expérience, l'expérience pédagogique d'une association d'éducation, c'est de dire, mais en fait, c'est intéressant, mais ça ne marche pas vraiment. L'idée, c'est qu'il faut amener les personnes à faire un parcours où ils prennent en compte tous les éléments du système qui ancrent leur comportement pour progressivement les mettre dans le choix d'un autre comportement. Et que ça se fait pas en 2 heures. Ça se fait dans un cycle d'animation long. Et donc, on a fait ce travail de co-construction avec l'administration et qui se perdure encore aujourd'hui, qui est de réfléchir vraiment à comment mettre en place des dispositifs pédagogiques financés par les pouvoirs publics de manière à créer de la transformation des comportements. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire admettre aux politiques qui sont élus assez rapidement et donc qui veulent beaucoup de résultats et beaucoup de monde touché, que non, c'est plus efficace d'avoir moins d'enfants, moins de jeunes touchés, mais de les toucher sur des cycles d'animation de 10 animations et peut-être 2 années de suite, 3 années de suite pour ancrer les comportements et les changements, par exemple, de transport modaux, de mode de transport dans les écoles, que ça vaut la peine d'investir ça pour avoir un vrai changement plutôt que de la communication. Eh bien ça, nous avons pu le faire en étant dans une logique de coopération, c'est-à-dire de respecter à la fois les attentes et les besoins des administrations et des politiques, mais en respectant aussi notre mission, qui est une mission de pédagogie et de transformation dans le réel et pas seulement dans le discours. Et ça, c'est le 3e point d'attention. Le 4e point d'attention, c'est d'oser occuper sa niche. En fait, à un moment donné, ça vaut la peine, comme association, de dire on a une spécificité. On a une spécificité sur une thématique, on a une spécificité sur une méthodologie, on a une spécificité sur un public. Et donc, ça suppose, à un moment donné, de dire ben oui, mais moi, je veux non pas m'étaler, je veux creuser. Je ne veux pas m'étaler dans toutes les activités possibles et imaginables autour de l'environnement, mais de creuser en approfondissant certaines thématiques. Ça suppose d'abord de regarder tout ce qui se passe autour de soi et d'avoir un peu comme le suricate qui observe tout ce qui se passe. Alors lui, il veille ce qui n'est pas un oiseau de proie qui vienne attaquer la colonie, mais il a aussi ce regard de regarder tous les autres acteurs qui sont sur le territoire. Parce que, en fait, ça permet de se mettre en regard des autres acteurs et de se dire si d'autres font quelque chose, il n'y a pas de raison que je le fasse. Est-ce qu'ils le font mieux ou moins bien? Ça, c'est une question à se poser, mais peu importe. De se mettre dans une logique de complémentarité par rapport à ce qui existe et aussi dans une logique de non-concurrence. Par exemple, dans le cas d'un prendre le cas particulier, il y avait la grande mode il y a une dizaine d'années des jardins potagers. Il y a d'autres acteurs sur le territoire de Namur et de la province de Namur qui font du jardin potager et ce n'était pas la particularité d'Empreinte de faire ça, mais il y avait des demandes. Et donc l'idée, ça a été de plutôt aller voir quelles sont les autres associations qui font du jardin potager et de renvoyer les demandes vers ces autres acteurs, quitte à renvoyer le subside avec. Et en fait, l'enjeu était de pouvoir se concentrer sur les thématiques dans lesquelles Empreinte était fort à ce moment-là. Et d'avoir cette conscience de travailler avec les autres dans un réseau, ça permet à la fois de travailler son expertise et puis de pouvoir alors, en ayant pris le temps de construire des outils pédagogiques, des processus de transformation, d'aller voir les pouvoirs publics et de leur demander s'ils peuvent imaginer un financement de cette spécialité, de ces projets. Le projet Bruit, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui ont été le demandeur, c'est Empreinte qui a construit sa compétence et qui a été voir la région bruxelloise qui a financé ce projet-là. Il est toujours actif au bout de 15 ans et c'est la région wallonne depuis 1 an ou 2 qui a été sollicitée sur base de cette expertise pour mener ces projets en milieu scolaire. Pour conclure, j'ai envie de prendre une image. L'idée, c'est que vous connaissez pour certains d'entre vous, l'idée, c'est d'aller vous emmener en forêt
Et au milieu de la forêt, il y a un grand arbre qui est en fin de vie et on sait qu'il va s'arrêter, qu'il va s'écrouler à un moment donné. Autour de ce grand arbre, si vous observez bien, il y a déjà des dizaines de pousses de petits arbres, de petites plantes qui sont en train d'émerger, qui pour le moment, à cause de la présence du grand arbre, n'ont pas la possibilité d'avoir suffisamment de lumière pour pouvoir grandir, mais néanmoins, elles sont là. Et ce grand arbre, il va s'écrouler, il va tomber à un moment donné, et sans doute qu'en tombant, il va écraser l'une ou l'autre de ces petites pousses, et peut-être que parmi ces petites pousses, la lumière qui va arriver va permettre à certaines d'avancer et d'être la forêt de demain. Eh bien, ces petites pousses, c'est ce réseau d'associations que nous pouvons former, ancré dans un terrain, soutenu par ce terrain qui pourrait être les pouvoirs publics. Et ces petites pousses, ce sont les associations qui construisent demain et qui sont déjà aujourd'hui demain. Merci.